Je vais vous présenter donc le statut un peu particulier qu'occupe la communication au sein du BTS Gestion de la PME. Nous l'avons vu, il s'agit d'une compétence transversale. Donc à ce titre, son enseignement est un peu plus, je vais dire, demande davantage de travail en coopération qu'auparavant. Donc on va voir effectivement que nous avons choisi d'écrire notre référentiel en travaillant sur l'approche par la communication globale. Je vais donc rappeler ce que sont les compétences transversales que représente la communication. Je vais également vous parler des savoirs, de la place des savoirs de communication, de la communication digitale. Et puis, pour illustrer cette communication ou cette forme de communication, ou ces outils de communication, je céderai la place à Mathieu Rémy, qui est ici, et qui est donc dirigeant de la PME Autonomad Mobility. Donc le fil conducteur sur la communication globale. Cette communication globale, elle irrigue l'ensemble du référentiel du BTS Gestion de la PME. Elle est la stratégie de communication par essence et c'est à partir d'elle que tous les moyens vont être déployés pour mettre en œuvre cette communication. Donc il peut s'agir de la coopération entre collaborateurs ou encore de l'image de la PME ou de son identité numérique, ou encore de la communication vers les personnes extérieures que sont par exemple les clients. Donc elle va être le vecteur, cette communication globale, de l'ensemble des actions de communication. Il s'agit donc d'une démarche homogène, c'est-à-dire qu'elle va s'imposer à tous les processus de gestion de la PME, c'est-à-dire à l'ensemble de nos domaines d'activité, du domaine d'activité 1 au domaine d'activité 4. Et elle peut revêtir différentes formes. Elle peut être communication institutionnelle, communication externe, donc commerciale. Elle peut être communication interne, soit intégrative, c'est-à-dire que le management va façonner un peu la collaboration et la coopération entre les acteurs, entre les salariés, ou elle peut être opératoire lorsqu'il s'agit simplement de transmettre des informations pour le bon fonctionnement et l'exploitation de cette PME. Elle peut être également en direction de personnes extérieures, ou elle peut être encore environnementale, etc. Et j'en passe. Ensuite, nous avons choisi donc de distinguer dans le référentiel l'activité de communication dans le travail, nous l'avons vu un petit peu ce matin déjà, où elle va irriguer l'ensemble des domaines de compétences. Voilà. On va retrouver effectivement in situ, elle est toujours située dans une activité, c'est peut-être un peu ce qui est différent par rapport à l'ancien BTS assistant de gestion de PME-PMI, c'est qu'avant, on pouvait ancrer des cas, je pense notamment aux cas de CCF qu'on montait, dans des problèmes de communication. Il y a un problème de communication interne ou il y a un problème de communication externe. Aujourd'hui, on ne va plus être dans cette problématique-là, on va être dans comment ancrer ma communication, parce qu'elle est évidente, cette communication. Elle est évidente. Elle n'est pas évidente à réaliser, elle est évidente parce qu'elle existe et elle est nécessaire dans comment communiquer avec les clients, comment communiquer avec les fournisseurs, comment par exemple communiquer au sein des équipes de travail lorsqu'il faut diminuer les risques, comment contribuer à la gestion des ressources humaines en faisant circuler l'information, ou encore en développant la coopération au sein des équipes de travail. Et puis, sur le soutien et le fonctionnement et le développement de la PME, ça peut être comment je m'adresse à mes prestataires extérieurs, par exemple, parce que j'ai eu l'organisation d'un déplacement ou d'un séminaire ou d'un salon. Donc, on voit bien ici la place particulière qu'occupe l'activité de communication dans le travail de l'assistant de gestion de PME-PMI, ou du gestionnaire de la PME. L'autre volet, c'est donc la communication de l'organisation sur elle-même, c'est-à-dire lorsqu'elle communique sur ses valeurs, sur ses produits, sur sa marque. Et pour nous, ce n'est pas tout à fait le même type de communication, c'est une autre communication. C'est la communication sur la PME elle-même. Donc cette communication, on la retrouve dans le bloc de compétences 4, dans le point 4.4, qui s'appelle « Contribution à la mise en œuvre de la communication de la PME ». On va donc retrouver la communication institutionnelle, la communication commerciale, évidemment le suivi de l'identité numérique de la PME, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe sur cette PME, ça aboutit à l'irréputation évidemment, et puis le contrôle du respect de l'image dans les actions de communication. Alors évidemment, ce contrôle du respect de l'image, il est vrai aussi lorsque je communique vers des personnes extérieures, c'est-à-dire lorsque le gestionnaire de la PME va communiquer avec les clients. Mais elle est aussi très importante lorsqu'il s'agit de la communication de l'organisation sur elle-même.
Donc ces compétences de communication, vous le comprendrez, ne sont, notamment celles de la communication dans le travail, ne sont jamais hors sol. Elles sont toujours situées dans une situation, dans une activité professionnelle propre au domaine de compétences. Alors, les scénarios peuvent permettre aussi de communiquer sur des activités différentes, hein. On peut très bien imaginer en deuxième année un scénario pédagogique qui va avoir recours à des activités du domaine 4, des activités du domaine 2 et des activités du domaine 3. Et forcément, je vais mobiliser les compétences de communication dans ce scénario pédagogique, mais toujours ancré dans une situation de communication. Donc on va retrouver l'activité ici, par exemple, organisation des activités de la PME, et on va retrouver toujours la tâche de communication qui est située dans cette activité. Donc elle va être, par exemple, ici, plutôt orientée vers les acteurs internes et les prestataires qui vont être partenaires pour organiser ces activités de la PME. C'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, par exemple, sur un salon. La compétence, c'est améliorer des processus support et organiser et suivre les activités de la PME. Donc elle ne peut être jamais hors sol. Elle fait donc appel, je ne sais pas si ça va marcher là, à un contexte. Ouais, ça marche. Donc à un contexte, il est là, à des données, évidemment. Ça fait également appel à des outils numériques, toujours en rose fuchsia, ici. D'accord ? Et évidemment, alors je vous ai enlevé exprès les savoirs propres ou spécifiques à l'activité ici, hein, parce que sinon ça alourdissait mon document. Et en bleu, turquoise, là, on retrouve les savoirs de communication. En jaune, je vous ai enlevé aussi tous les critères de performance méthodologiques et organisationnels pour se focaliser sur la communication. En jaune, on retrouve donc les critères de performance de communication. En police normale, tout ce qui est finalement transversal. Et en italique, ce qui est donc la communication, l'acte de communication qui est spécifique à cette activité. Et puis à côté, évidemment, le périmètre. Alors, tout cela, évidemment, est ancré sur des savoirs. Non, ça ne marche pas, là. Bon, ben, tant pis. Qui sont développés dans le guide de formation. Je crois que j'ai un lien hypertexte après, comme ça, vous le verrez. Voilà. Et, évidemment, suppose une analyse de la situation de communication. Alors, ça, on le faisait déjà hein, dans le référentiel du BTS assistant de gestion de PME, PMI. Mais on insiste encore sur cette nécessité d'analyser une situation de communication. Et là, plus spécifiquement, dans l'activité dans laquelle je me situe, c'est-à-dire quel est le problème de gestion qui est posé et comment, d'habitude, l'entreprise y répond en s'imprégnant de mes prestataires extérieurs, quelles sont les relations établies avec les clients, est-ce qu'on communique plutôt par courrier, par courriel, quel est l'historique de la relation avec ses clients, etc. Donc c'est un enseignement clairement identifié, dès la première année, puisque c'est une compétence transversale, elle va donc être nécessaire, elle va donc irriguer l'ensemble des blocs de compétences à travers des savoirs qu'on a appelés savoirs numéro 5. Voilà, là ça marche. Les savoirs numéro 5, donc, vous allez donc trouver dans le guide de formation hein, les différents blocs de savoirs, et à chaque fois on va décliner ces savoirs, et là on va expliciter un peu comment les mettre en œuvre. Alors je vous en donne un par exemple. Voilà, la communication digitale, donc on va trouver définition et enjeux, intranet, médias sociaux, applications mobiles et règles d'utilisation. Puis à côté, on va développer finalement comment appliquer, mettre en œuvre pédagogiquement ces différents savoirs. Donc évidemment, ces compétences vont être mobilisées en deuxième année. Alors en deuxième année, il n'y a pas un enseignement spécifique de communication. Il y a des heures dédiées pour préparer les épreuves, mais il n'y a pas un enseignement dédié. Mais évidemment, il faut que ces compétences de communication soient mobilisées. Donc ça nécessite de la part de tous les enseignants de s'approprier ce qu'est finalement la communication, qu'est-ce qu'analyser une situation de communication. Donc c'est toujours contextualisé dans une situation professionnelle et ça nécessite donc une réelle réflexion. Tous les entretiens que nous avons menés auprès des professionnels, quel que soit leur niveau, ils nous disent toujours « communiquer, c'est compliqué ». C'est très compliqué, ça demande du temps, ça demande de s'isoler, ça demande de réfléchir. Qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je ne peux pas dire, qu'est-ce que j'ai le droit de dire, comment je dois le dire, quelles sont les valeurs que je dois véhiculer. Donc ça reprend un peu l'idée de Philippe Zarifian qui dit que la communication n'est pas aussi spontanée qu'on ne le pense.
Surtout si l'on tient compte de l'héritage du passé, elle requiert des conditions matérielles, du temps en particulier, elle requiert des efforts d'ouverture que chacun doit faire. Et ces efforts d'ouverture sont d'autant plus importants quand on est un peu dans une relation de service dont parlait Jean-Michel ce matin. On est avec le client, ça demande de l'intercompréhension, de la compréhension de ce que souhaite le client. Donc cette communication, comment l'enseigner? Elle peut revêtir plusieurs formes. Ça peut être une analyse d'une situation sur support audio ou vidéo. Donc là, je vous invite tous, puisque vous avez encore vos étudiants du BTS assistant de gestion de PME, PMI, et que vous les faites travailler actuellement sur, vous avez presque fini, sur les situations de communication orale de deuxième année, d'essayer de recueillir des matériaux. Donc nous, toujours dans le cadre de Générique, nous avons recueilli un matériau. Vous entendez pas ? Bonjour, Société Générique, j'aide à votre service. Oui, bonjour, j'aimerais passer une commande s'il vous plaît. Bien sûr, je vais prendre votre code postal et le nom de votre enseigne. D'accord, alors mon code postal 90 350. Oui. Et ma société c'est Yvette Salbert. D'accord, je vous prie de patienter, j'ouvre votre dossier. C'est bon. Alors dites-moi, j'aurais aimé savoir quelles sont les conditions pour avoir un franco de port. Alors les frais de port sont gratuits à partir de 79 € hors taxe. D'accord, alors donc pour aujourd'hui, j'aimerais commander 3 bases 1. Oui, 3 bases de 1. 3 bases 3. 3 de 3, oui. Des shampoings oxydants, j'en voudrais... des shampoings, pardon, concentrés amandes, j'en voudrais 3. Alors 3 shampoings amandes concentrés, oui. Et j'aurais voulu aussi 3 crèmes oxydantes en 20 volumes. D'accord, alors par contre, je suis désolée, nous avons plus de 20 volumes. Donc je vous propose de les remplacer par des 10 volumes. Mince. Alors, par contre, le prix unitaire, c'est le même entre les 20 et les 10 volumes. Alors, normalement, vous devriez avoir un écart de 7 € de plus, mais je vais interroger ma responsable pour savoir si parce on que peut j'ai vraiment enlever. besoin de... D'accord, merci de patienter. Donc, j'ai vu avec ma responsable, je vous confirme que je déduis les 7 € sur le total de votre commande, du coup. Bon, très bien, merci beaucoup. Alors, c'est noté. Est-ce qu'il vous fallait autre chose? Non, ce sera tout pour moi, merci. D'accord. Alors, par contre, il nous manque 5 € pour avoir le franco de port. Est-ce que vous voulez que je vous rajoute un tube de 5 ou un tube de 7 avec ammoniac, par exemple, pour avoir le franco? Bah oui, pourquoi pas. Oui, je pense que j'en vais avoir besoin rapidement. Ok, c'est noté. Alors, du coup, le montant de votre commande s'élève à 96,96 € TTC et 80,80 € hors taxe. Je prends sur la carte enregistrée dans le CRM. Oui, la carte de d'habitude. Oui, d'accord, donc je valide la transaction. Concernant la livraison, c'est toujours au 35 rue Royale? Oui, c'est ça. D'accord, super. Concernant les horaires d'ouverture de votre salon? Alors, nous sommes fermés tous les lundis et on est ouvert tous les autres jours de 9h à 19h. Ok, très bien, c'est noté pour moi. La livraison est prévue demain dans la journée. Très bien. Par contre, est-ce qu'il est possible que vous notiez de faire une livraison entre 13h et 14h? C'est des heures qui sont un petit peu plus creuses pour moi. Oui, je vais le noter dans votre bonne de commande et je transfère l'information à mes collègues du service de préparation. Génial, c'est super, merci beaucoup. Merci à vous et pour votre confiance. Bonne fin de journée, au revoir madame. Voilà. Donc c'était une étudiante, c'est une des étudiantes qui a fait son stage chez Générique, qui a reproduit finalement ce qu'elle avait vécu en stage. Alors, cette analyse de situation de communication, nous avons toujours, avec Sophie Catinou, avec qui j'ai conçu cette analyse, était de l'installer juste avant l'épisode 2. Vous savez, le fameux épisode où on a les 2 nouveaux clients qui téléphonent suite au colis découverte qu'ils ont reçu. Donc, on installe cette analyse juste avant pour permettre aux étudiants d'acquérir les compétences nécessaires à un accueil téléphonique. Voilà. Donc cette analyse, ça dure 2 minutes. Vous avez vu l'audio, ça a été enregistré avec notre smartphone. C'est pas très compliqué à réaliser. En profitez-en en ce moment pour recueillir des matériaux comme ça. Donc cette analyse de situation de communication orale, donc il y a un accueil téléphonique pour prendre une commande. Nous avons donc pensé l'installer en cours de communication avant donc cet épisode 2, comme je vous le disais, de ce scénario. Donc on va poser des questions simples, mais que vous connaissez déjà. Quels sont les acteurs? Quelle est leur relation surtout?
Quels sont les différents enjeux? Donc là, vous avez vu, on est en début d'année, donc on guide un peu en proposant un tableau. Quels sont les objectifs poursuivis par les acteurs? Quelle est la préparation de l'accueil? Quels sont les documents ou données que Jade a utilisés? Et évidemment, avant, ils ont pris connaissance du contexte de générique, hein, sinon c'est pas possible, et de tous les éléments du processus de création d'un compte, du processus de vente, etc. Et on pose tout un tas de questions. Donc ça permet d'installer les compétences de communication pour pouvoir ensuite faire simuler par les étudiants l'épisode 2 qui va être joué par un étudiant et un enseignant. L'enseignant qui va jouer un rôle de... L'enseignant qui va jouer le rôle du client et l'étudiant qui va jouer le rôle de le gestionnaire de la PME qui reçoit l'appel. Ça peut être aussi des analyses vidéo. Il existe des vidéos encore aujourd'hui sur des situations professionnelles d'accueil ou autres, hein, ou de traitement des réclamations, par exemple. Ça c'était pour la communication orale. On va évidemment faire travailler sur la production d'écrits, l'analyse de production d'écrits. Comment c'est rédigé, quel est le ton utilisé, quel est le registre de langue utilisé, quelle est la formule de politesse. L'interpellation, même, ça peut être cher client ou monsieur, c'est pas la même chose. Un cas pratique de situation de scénario, de gestion, pardon, ou un scénario pédagogique tel que vous l'avez vu tout à l'heure, conduisant à une analyse et à une production. Et puis évidemment, l'analyse d'écrits professionnels dans le cadre de la communication de l'organisation sur elle-même, tels que les communiqués de presse, ou encore des avis, des actualités à mettre sur le site web, etc. Ben voilà, ça marche maintenant. Alors, comme je le disais, ça demande systématiquement une analyse des situations de communication. Et l'idée, c'est que l'étudiant ensuite produise sa propre analyse, c'est-à-dire mène son analyse réflexive sur « j'ai mené une simulation orale », quel comportement j'ai eu? Est-ce que finalement ma communication a été efficace? Est-ce que la relation est durable? Est-ce que cette relation est perdue? Est-ce que cette relation est rompue? Et qu'est-ce que j'aurais dû refaire ou améliorer ou faire pour que finalement ça se passe mieux? Donc l'idée, c'est que finalement, amener nos étudiants à faire... Alors c'est vrai aussi pour la communication écrite. Hein, c'est analyser finalement l'écart entre l'objectif qui était espéré et puis le résultat qui en découle. J'en viens maintenant à la communication digitale. Je vais être brève hein, parce que Mathieu Rémy va nous illustrer cela à travers son entreprise. Elle a une définition. Hein, elle définit dans un écosystème numérique la stratégie et les actions de communication à mener sur le web, les médias sociaux et les terminaux mobiles que peuvent être les tablettes ou encore les smartphones. Elle va permettre de mener un dialogue, un échange. Alors, en interne ou vers l'extérieur, en utilisant des applications dédiées de l'Internet ou de la téléphonie mobile. Elle peut revêtir plusieurs formes, c'est-à-dire quelle est la communication? Elle fait partie intégrante de la communication globale et de la stratégie de communication. Cette communication digitale, elle peut être interne, externe, elle peut être sociale, environnementale, vers des personnes extérieures, exactement comme toutes les formes de la communication globale dont j'ai parlé tout à l'heure. Elle contribue à la construction de l'image de l'entreprise, à son identité numérique. Et Moinjon et Ramansoa l'ont définie comme l'ensemble des caractéristiques interdépendantes qui donnent à une organisation sa spécificité, sa stabilité et sa cohérence et la rendent ainsi identifiable. Elle permet donc de construire, ou elle contribue à construire, l'identité de l'entreprise et notamment son identité numérique. Donc cette communication, cette forme digitale de la communication était une attente forte des différents chefs d'entreprise que nous avions rencontrés avant le rapport préliminaire. Hein, et ils disaient que c'était vraiment un souhait, ils étaient conscients que c'était nécessaire d'une part pour maîtriser des outils de collaboration en interne, pour manager des projets, même pour permettre à distance à leurs salariés d'avoir par exemple des plans d'intervention ou de partager des documents. Et puis évidemment en externe, c'est sur l'utilisation raisonnée des médias sociaux. Donc c'était une très forte demande et cette exigence, nous l'avons donc inscrite dans le référentiel, mais elle existe aussi maintenant dans le BTS NDRC, dans le BTS SAM, etc. Et je pense qu'elle est incontournable. Voilà, je n'irai pas plus loin sur la communication digitale. Je vais laisser la parole à Mathieu Rémy.
Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravi d'être ici pour 2 raisons. La première, c'est que pour moi, les métiers de l'enseignement font sens. C'est vrai que déjà, de par ma femme qui est enseignante, j'ai gardé une proximité avec ce métier depuis que je suis sorti de l'école et de la fac il y a maintenant bien longtemps. Et puis j'ai aussi pas mal d'amis qui sont dans l'enseignement, dont certains sont dans la salle, et d'autres certainement derrière leur ordinateur en train de nous regarder. Et puis de manière plus pragmatique, je pense qu'on a tout à gagner à travailler ensemble, dans un objectif commun qui est celui d'avoir effectivement des jeunes qui sortent des écoles le plus opérationnel possible pour rejoindre nos entreprises. Voilà. Donc quand Sophie et Amaya m'ont proposé d'intervenir, j'ai d'abord dit oui, et puis après je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais raconter? Donc j'ai hésité à vous faire 50 slides sur ce qu'était la communication digitale dans une PME, et puis j'ai eu pitié de vous, je me suis dit, il va être 16 heures, 50 slides ça va faire un peu long, donc je vais plutôt vous raconter mon parcours. C'est vrai que moi, la communication et le marketing digital sont vraiment le fil rouge de mon parcours professionnel, et je trouvais ça intéressant effectivement de vous raconter ce qui m'a amené à rejoindre cette entreprise et comment effectivement dans cette entreprise on met en place la communication et plus particulièrement la communication digitale. Alors moi effectivement la communication et le marketing digital c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours fait. Je suis rentré dans une entreprise en 99, donc 99 ça paraît pas très loin, mais en 99 il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de smartphone, donc finalement c'était quand même l'âge de pierre du numérique. Et donc je suis rentré dans une entreprise qui s'appelle toujours d'ailleurs PeakTime. Et quand je suis rentré dans cette entreprise, on était 25. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui compte un peu plus de 300 personnes. Donc il y a une croissance assez importante. Et c'est quoi le métier de PeakTime? C'est finalement d'accompagner des entreprises, enfin à l'époque, dans le contexte de l'époque, d'accompagner des entreprises sur la mise en place de leur stratégie Internet. Bon, alors Internet à l'époque, c'était des sites plaquettes, des sites e-commerce, enfin les premiers sites e-commerce. C'était de l'hébergement de sites web, et c'était une époque assez géniale puisqu'on débarquait dans les comités de direction de Kiabi, de Fildar, de Boulanger, de Promode, et on leur expliquait comment ils pouvaient se saisir de cette opportunité pour développer leur business. Bon. C'était aussi une époque assez intéressante parce qu'on avait vraiment accès au comité de direction, et en plus on était dans une démarche avec eux d'expérimentation, et donc on avait le droit à l'erreur. Ce qui n'est plus du tout le cas maintenant, vous vous en doutez. Donc voilà. Et puis cette entreprise a continué effectivement à croître, et les métiers autour d'Internet se sont professionnalisés, se sont spécialisés. Et donc on a décidé dans cette entreprise de spécialiser et d'avoir une approche par business unit. Et donc une de ces business units était centrée sur le marketing et la communication digitale. C'est une business unit qui s'appelle Rouge Interactif, donc que j'ai fondé en 2003 dans le cadre au sein de cette société, et que j'ai emmené jusqu'en 2016. Voilà. Donc quand je suis rentré dans cette business unit, quand on l'a mise sur pied, on était 5 personnes, et on a eu une stratégie finalement de déploiement de cette activité en ajoutant petit à petit des services autour de la communication et du marketing digital. On avait d'abord effectivement un service historique qui était tourné sur tout ce qui était ergonomie et ce qu'on appelle aujourd'hui expérience utilisateur sur les sites e-commerce. Et puis derrière, on a développé tout un tas de métiers autour de la génération de trafic, donc le référencement naturel, le positionnement payant, le display, voilà. Tout ce qui permet effectivement de rendre visite votre site sur Internet et d'attirer le trafic. Et on a développé bien sûr toute une offre autour de la fidélisation, avec notamment tout ce qu'on appelle le ICRM, donc qui consistait, une fois qu'on avait capté le client, à définir et mettre en œuvre des stratégies pour augmenter, je vais dire des gros mots, la lifetime value, voilà, donc la durée de vie du client. Alors c'est vrai que dans le marketing digital, on est très friand des anglicismes. Donc voilà, en tout cas, pour effectivement faire en sorte que les clients reviennent et les fidéliser dans la durée. Et puis bien sûr, on a développé une offre sur les médias sociaux, et enfin on a développé une offre autour de la data, puisqu'on est quand même sur un média sur lequel on peut analyser beaucoup de choses et optimiser pas mal de choses en analysant le parcours du client. Voilà, donc tout ça pour dire que de 5 personnes, on est monté en 2013, je crois qu'on devait être 55 personnes. Donc on a eu une croissance très rapide et assez importante sur tous ces métiers. Et les annonceurs, alors il y avait beaucoup de distributeurs, mais il y avait aussi des PME, étaient complètement dépendants d'agences comme la nôtre, puisque c'était des métiers qu'ils ne connaissaient absolument pas. Et pourtant qui commençaient en 2013 à générer des millions d'euros chez eux. Et donc en 2013-2014, qu'est-ce qui s'est passé ? Ces entreprises se sont dit, mais c'est pas possible.
On dépense des milliers d'euros chez des agences sur quelque chose qui est stratégique, qu'on ne maîtrise pas, ça ne peut plus durer. Et donc il y a eu un phénomène assez violent et rapide d'internalisation des savoir-faire et des compétences chez les annonceurs. Donc des gens comme Kiabi se sont dit c'est plus possible, il faut qu'on sache maîtriser notre stratégie digitale. Voilà. Donc on a vu effectivement forcément le carnet d'adresses, enfin, le carnet de commandes qui baissait, ce qui a obligé la majeure partie des agences à se repositionner sur le terrain du conseil. Voilà, on ne pouvait plus être sur la production, il fallait vraiment repositionner le métier de l'agence sur le terrain du conseil à valeur ajoutée pour plus faire à la place du client, mais expliquer à nos clients comment ils pouvaient le faire eux-mêmes. Voilà, donc ça c'était l'aventure de Rouge Interactive, donc qui continue encore aujourd'hui. Et moi en 2015, j'ai eu envie finalement d'évoluer professionnellement. Alors c'est vrai que cette aventure professionnelle a été extrêmement riche et elle a toujours été guidée par vraiment l'aventure et l'innovation avec un métier qui bougeait, qui évoluait tout le temps. Et puis sur les dernières années, c'est vrai que ça évolue un peu moins, c'était un peu plus, voilà, on était vraiment plus sur du métier qui commence à être maîtrisé par beaucoup d'agences, beaucoup de freelance et aussi en interne par les annonceurs. Et moi j'ai eu envie de retrouver ce goût pour l'innovation et surtout de toucher davantage au business model. Parce que finalement le digital au début, ça n'était qu'un outil de communication et de marketing. Et puis finalement au milieu des années 2010, c'est devenu un vrai sujet de business model. On l'a vu bien sûr avec ce qu'on appelle les GAFA, donc Google, Amazon, Facebook et Apple, mais encore ça c'était rien. Et on le voit maintenant avec ce qu'on appelle les NATU. Alors NATU c'est la plateforme de Netflix, voilà, ça me semble bien. Netflix, Uber, Tesla et Airbnb. Voilà, qui sont là des entreprises qui se sont montées sur un business model qui est pur 100% digital. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de comprendre un petit peu, non pas comment ces gros acteurs faisaient, mais de voir comment des PME pouvaient intégrer le digital pour booster et faire évoluer leur business model. Voilà, donc j'ai quitté cette entreprise, donc Rouge Interactif, et donc pendant 1 an et demi, j'ai fait du consulting et j'ai accompagné les entreprises, donc à la fois un groupe de communication pour les aider à intégrer le digital dans leur offre de services. Et puis j'ai aussi accompagné des PME qui voulaient effectivement aller plus vite et se poser les bonnes questions de leur stratégie en intégrant le digital dans leur business model. Alors ça peut être par exemple une entreprise qui s'appelle Ethic, qui fait du mobilier de publicité sur le lieu de vente, avec qui on a travaillé sur une offre donc vraiment e-commerce, mais surtout tout un catalogue de personnalisation de produits en ligne. Voilà. Et puis avec un autre consultant qui était plus dans le domaine industriel, on a accompagné un acteur qui faisait des filtres à air. Et cette entreprise qui vendait donc des filtres pour l'aéronautique, pour l'industrie alimentaire, voyait ses parts de marché qui baissaient parce que forcément, voilà, le filtre c'est pas hyper technique. Les Chinois font ça très très bien et beaucoup moins cher que nous. Et donc on a étudié avec un consultant comment est-ce qu'on pouvait là du coup ce qu'on appelle disrupter son business model. Alors comment ? On s'est dit finalement, qu'est-ce que c'est que la digitalisation ? C'est finalement déplacer l'offre de service du produit vers le service client. Donc on s'est dit, comment est-ce qu'on peut faire ça avec cette entreprise ? Et on a dit à cette entreprise, il faut que vous arrêtiez de vendre des filtres. Vous vendez de l'air pur. D'accord ? C'est clair, on vend de l'air pur, on ne vend plus du filtre. Ces filtres, ils vont être connectés. Et via des applications, on va effectivement pouvoir optimiser les processus de maintenance et de renouvellement de ces filtres. Et là, on apporte une valeur ajoutée qui est différenciante et qui permet d'être sur un nouveau business model. On ne vend plus des filtres, d'ailleurs on vend un abonnement, on ne vend même plus le produit, on vend un abonnement à un service. D'accord ? Donc ça, c'est des choses qui sont super intéressantes à étudier dans les PME. Mais c'est vrai que les PME aujourd'hui, par rapport à ces défis, elles sont un petit peu démunies parce qu'elles n'ont pas forcément les compétences en interne pour se poser ces bonnes questions. Elles sont un peu le nez dans le guidon. Et puis surtout, elles n'ont pas forcément les compétences humaines pour appréhender la complexité de ces métiers parce que l'intérêt, mais à la fois la complexité du digital, c'est sa sophistication. C'est-à-dire la nécessité de faire appel à des compétences qui vont être très diverses. Il faut des ingénieurs, il faut des designers, il faut des gens qui sachent coder, il faut des data analystes. Il faut tout un tas de compétences que forcément on ne peut pas intégrer dans une PME. Voilà. Donc,
après cette aventure effectivement de consultant, moi j'ai toujours eu envie de rejoindre une aventure entrepreneuriale. Ça a toujours été quelque chose qui a été dans ma tête. Je me sentais pas forcément l'âme d'un créateur d'entreprise, mais j'avais envie de co-entreprendre. Et donc je me suis rapproché ce qu'on appelle d'incubateurs de start-up, à la fois dans ce qu'on appelle les tech, donc plutôt des métiers, on va dire, qui sont proches du marketing digital. Et ça l'a pas fait parce que finalement, je voyais pas trop ce que j'allais apporter à des dirigeants, des gens qui avaient créé des startups, qui avaient un profil qui était assez proche du mien. Et je me suis rapproché d'un incubateur qui s'appelle Eurasanté, donc qui est un incubateur de startups qui incube donc des startups dans le domaine de la santé, comme son nom l'indique, dans les Hauts-de-France. Et c'est vrai que là, j'ai trouvé un intérêt parce que les gens qui montent ces boîtes sont des ingénieurs, sont des médecins, et donc toute la partie marketing, commercial et communication, c'est vraiment pas leur partie, ils y connaissent rien. Et donc j'ai étudié plusieurs dossiers, et j'ai rejoint donc un projet qui s'appelle Autonomad Mobility. Alors Autonomad Mobility, c'est un projet assez particulier puisqu'on évolue dans le domaine du handicap. On développe en fait des kits de motorisation pour fauteuil roulant manuel. Donc le principe, c'est qu'on enlève les roues d'origine du fauteuil roulant manuel et on vient y mettre des roues qui sont motorisées. Et on peut choisir un mode d'assistance qui est d'avoir juste de l'assistance électrique comme sur un vélo, ou un mode tout électrique si on a des grandes distances à parcourir. On peut même se mettre sur deux roues si on veut franchir des obstacles et des terrains qui sont accidentés. Voilà. Donc c'est vrai que le projet est particulier, il a du sens, et c'est vrai que c'est ce qui m'a donné envie de le rejoindre. Et c'est vrai qu'en rejoignant cette start-up, la première communication que j'ai eu à faire, c'est de la communication finalement financière. Parce que finalement, une start-up, c'est quoi? C'est une entreprise qui n'a pas vendu un produit et qui va perdre beaucoup d'argent dans les 2 prochaines années. Et à qui il faut expliquer à des investisseurs qu'il faut mettre des sous dans la boîte. Donc effectivement, la première communication à faire, c'est celle-ci. Et ce rôle-là, je l'ai joué pleinement parce qu'en plus, mon associé, donc c'est quelqu'un qui vient du domaine, c'est un ingénieur en robotique. Hein, donc voilà. Donc il met pas des beaux costumes. En plus, il est d'origine syrienne, donc il parle pas très bien français. Enfin, il a un accent, donc voilà. Bon, donc effectivement, tout le travail qui a été fait en amont, le premier travail de communication, finalement, pour une start-up qui est un type de PME un peu particulier, c'est vraiment la communication financière auprès d'investisseurs pour essayer de les séduire. Voilà. Alors, ce qui est assez troublant, c'est qu'effectivement, cette personne donc, qui ne met pas des costumes et qui parle moins bien français que moi, qui pourtant a porté tout le projet pendant 2 ans tout seul, à partir du moment où on est devant des investisseurs, finalement, il devient presque transparent et on s'adresse naturellement à moi. Donc, c'est un petit peu dur, je lui ai demandé ce qu'il en pensait. C'est quelqu'un qui est assez fier, qui s'est fait tout seul, donc il était un peu vexé, mais en même temps il est pragmatique, et il m'a dit, écoute, si c'est le seul moyen d'avoir des sous, prends la parole. Donc on a levé les fonds, c'était assez récent, donc c'était au mois de... on a eu la validation des fonds d'investissement au mois de juillet. Voilà. Donc j'ai pu partir en vacances tranquille, en me disant qu'effectivement, à la rentrée, j'avais un vrai projet entrepreneurial qui m'attendait, avec effectivement une bonne complémentarité et surtout une répartition des tâches qui était du coup assez claire entre mon associé et moi-même, puisque forcément je ne maîtrise pas le 10e de ce qu'il maîtrise sur les aspects d'ingénierie, voire rien du tout. Et lui, effectivement, sur les aspects commerciaux et marketing, c'est pareil, c'est vraiment pas son sujet. Donc une bonne complémentarité. Donc finalement, moi je rejoins ce projet vraiment en tant qu'associé. Donc aujourd'hui, on est 2 à diriger cette entreprise. Et c'est vraiment le cas de plus en plus dans les startups et dans les nouvelles entreprises, puisque effectivement, on évolue de plus en plus dans des environnements qui sont complexes. Et donc, vouloir gérer une entreprise tout seul sur tous les sujets, c'est pas forcément évident. Et d'ailleurs, il y a des études qui montrent que la résistance et le taux de survie des entreprises qui ont plusieurs têtes est plus important que celles qui ne sont gérées que par une personne. Donc voilà, c'est une vraie richesse au quotidien. Alors finalement, après, en termes de communication, c'est un vrai enjeu, clairement, pour une entreprise comme la nôtre, puisque finalement, on est sur un marché, le marché du handicap, sur lequel, effectivement, il y a peu d'acteurs. Il y a un gros acteur américain et allemand, puisqu'ils ont racheté une boîte allemande, qui domine le marché. Et finalement, c'est pas forcément évident pour une petite entreprise comme nous de se battre sur un marché qui est assez monopolistique et sur lequel il y a un gros acteur qui prend un peu toute la parole.
Donc finalement, quand on est petit, faut être malin. Donc finalement, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en termes de communication? On met plusieurs choses en place. D'abord, le premier vecteur de communication, ça va être quoi? Ça va être notre produit. Quand je suis arrivé dans l'entreprise, donc mon associé était persuadé d'avoir inventé la 7e merveille du monde et que son produit allait se vendre comme ça. Donc je lui ai dit, écoute, non, c'est pas possible. Le design du produit, il n'est pas assez bon. Il faut repasser par une phase de design. Oui, tu comprends, c'est pas possible. On en a pour 6 mois, on va pas y arriver. J'ai dit, oui, mais on n'y arrivera pas avec ce produit-là. On peut pas aller sur le marché avec un produit qui n'est pas au moins aussi bien, voire mieux que nos concurrents. On va se battre contre des gens qui sont installés. Il faut qu'on crée la différence. On a longuement discuté, on a échangé. On a aussi reparlé avec nos investisseurs, parce que les investisseurs, quand ils mettent des sous, c'est parce que, ok, ça gagne pas d'argent, mais ça va vite en gagner. Pas toujours évident de faire comprendre que finalement, il faut repasser par une démarche de redesign des produits qui existent. Donc là, on est en cours, hein, on est en train de finaliser le design, mais c'est vrai que le premier vecteur de communication, ça va être notre produit. Donc on a fait tout un travail sur cette partie-là, et on est aussi en train de faire un travail pour justement connecter ces produits. Effectivement, avoir une application sur laquelle on peut voir les kilomètres parcourus, éventuellement passer des partenariats avec des entreprises qui sont en train de se monter pour optimiser le parcours des personnes à mobilité réduite, parce que tout n'est pas encore aménagé pour eux, et donc effectivement c'est intéressant d'avoir aussi une application qui soit connectée avec ce type de service. Et puis de proposer tout un tas de personnalisation, parce que c'est pas parce que c'est du handicap que ça doit être moche. Donc on propose des options de couleurs, voilà. On essaie d'avoir un produit qui soit un peu fun, parce que c'est vrai, quand on va sur un salon du handicap, on a un peu envie de pleurer quand même. Donc nous, on s'est dit, on va prendre les choses un peu autrement, et on va essayer d'en faire un produit qui est un peu sympa, quoi. Donc ça, c'est le premier travail. Le deuxième travail, bien sûr, c'est la communication telle qu'on l'entend. C'est-à-dire finalement, comment est-ce qu'on pense une communication dans une start-up? Alors forcément, on a des moyens qui sont hyper contraints. On a des budgets de communication qui sont tout petits. Donc on ne peut pas se dire, tiens, voilà, c'est bon, nos produits sont prêts, on a fait notre travail sur la marque, et donc on va faire un plan média, on va acheter des espaces, on va acheter des mots-clés sur Google, et puis on va dépenser 1 million d'euros l'année prochaine. Non, c'est pas possible. C'est vraiment absolument pas possible. Donc finalement, il faut qu'on soit dans une stratégie qui soit différente. Et finalement, c'est là que l'intérêt du digital prend tout son sens, surtout pour une PME, c'est que finalement, ce que le digital a apporté, c'est qu'aujourd'hui, finalement, quand vous allez rechercher un produit, quel qu'il soit, une machine à laver, un jeans, votre premier réflexe, c'est quoi? C'est d'aller taper le mot-clé dans les moteurs de recherche. Vous n'attendez pas qu'on vous envoie l'information, c'est vous qui allez la chercher. Donc finalement, la posture qu'on doit adopter, c'est que justement, on ait créé le contenu nécessaire qui va faire que quand on va nous chercher, on va nous trouver. Et qu'on va nous trouver mieux que les autres. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, un gros mot, l'inbound marketing. Voilà. Donc c'est effectivement la capacité à générer le contenu qui va permettre qu'on va nous trouver et qu'on va, au final, nous acheter. Donc concrètement, c'est quoi? C'est un site internet qui est en cours de construction, mais sur lequel il va y avoir du contenu, des actualités, qui va être hyper référencé pour les moteurs de recherche, et sur lequel il va y avoir une vraie production de contenu récurrente pour optimiser le référencement. C'est de la production de vidéos qui sera diffusée sur le site, qui sera diffusée sur Google. C'est de la mise en place de pages sur les différents réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, ça ne prend pas tout seul. C'est pas parce qu'on a des pages que tout d'un coup on va avoir des followers, des gens qui nous like, etc. Ça ne marche pas comme ça. Donc ce qu'on va faire, enfin ce qu'on est en train de mettre en place, c'est de recruter ce qu'on appelle des utilisateurs clés, donc ce qu'on appelle des key users ou des early adopters. Concrètement, c'est quoi? C'est des gens qu'on va inviter, à qui on va prêter, voire même pour certains donner les produits. Et en contrepartie, mais sans qu'on leur demande, hein, ça se fait assez naturellement, en contrepartie, ils vont participer à notre stratégie de communication, parce qu'eux-mêmes vont se mettre à diffuser des messages sur notre marque, sur nos produits, eux-mêmes vont se prendre en photo, vont faire des vidéos, vont liker nos pages, et finalement vont faire en sorte que finalement, il y a du contenu qui ne sera pas produit par nous, mais par nos
même pas clients, par nos users, par nos prescripteurs finalement. Donc ça, c'est super important à mettre en place et c'est très intéressant. Et finalement, aujourd'hui, pour une PME qui n'a pas beaucoup de moyens, il ne faut pas se dire je vais communiquer de manière descendante, ça ne marche pas. D'abord, finalement, on n'a pas les moyens. Et la seule posture dans laquelle on peut être, c'est le dialogue, l'écoute et l'échange. Mais pour dialoguer, il faut bien avoir des gens avec qui dialoguer. Et donc, ces gens avec qui dialoguer, il faut aller les recruter, il faut aller les demander. Alors, on a de la chance d'être sur un marché, sur un secteur sur lequel les gens sont quand même assez réactifs. Le domaine du handicap, il n'y a pas beaucoup d'innovation, c'est pas très fun. Et finalement, quand on va vers des gens qui sont plutôt jeunes, plutôt actifs, et qu'on leur montre un produit qui change un peu, dans lequel il y a un peu de technologie et d'innovation, bon, ça prend relativement facilement. L'autre travail qui a été fait, c'est celui, bien sûr, qui a été fait avant celui que je viens de vous dire, je reviens un peu en arrière, c'est le travail sur la marque. Bon, ça paraît assez évident, mais finalement, quand on est une start-up, enfin, quand on est une entreprise classique, l'identité, elle est là, la marque, avec ses valeurs, elle existe. Quand on est une start-up, finalement, il y a des produits, il y a 3 personnes. C'est quoi les valeurs d'une start-up? Bon. Alors oui, quand elle commence à grandir, elle s'exprime assez vite. Mais là, il faut un peu se dire, bon, ok, finalement, quelles sont nos valeurs? Sur quoi repose vraiment notre business model, c'est sûr, mais sur quoi on va construire demain? Concrètement, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous anime au quotidien? Et tout ce travail-là, on le fait via un travail bien sûr d'introspection pour voir finalement nous qui on est, ce qu'on a envie d'être, ce qu'on a envie de dire. On le fait aussi bien sûr en regardant la concurrence, parce qu'on est face à des concurrents, voilà, des gros Américains, des grosses boîtes. Si vous allez sur leur site, vous avez l'impression qu'il y a Barbie et Ken qui sont dans un fauteuil roulant. Je schématise, mais c'est à peu près ça. Et donc finalement, nous, par rapport à ça, on s'est dit, on a plutôt envie d'une image authentique, avec des vrais gens. Des vraies personnes qui sont handicapées, qui sont en situation de handicap. On n'a pas envie que ça fasse fake, comme disent les jeunes. On a envie que ça fasse vrai. Voilà. Donc, certes, on se pose donc ces questions de valeur en se regardant, mais aussi en regardant et finalement en se disant, voilà, par rapport à la concurrence, on a plutôt envie de se situer aussi par rapport à ça. Donc, le travail sur la marque. Voilà, donc là, je vous ai parlé effectivement du travail qu'on a fait et finalement de la relation qu'on allait avoir avec les clients finaux, puisque c'est quand même eux qui vont au final acheter le produit et l'utiliser. Sauf que dans ce domaine-là, c'est pas suffisant, parce que dans ce domaine-là, il y a finalement le matériel médical, vous n'allez pas l'acheter chez Auchan, ni chez Boulanger. Voilà, vous allez chez des distributeurs de matériel médical. Donc finalement, et aujourd'hui, ces distributeurs, finalement, ils choisissent de référencer ou pas tel ou tel produit. Alors, ils choisissent de référencer ou pas tel ou tel produit en fonction de 2 critères. 1, je fais une maxi-marge. 2, j'ai pas d'emmerde. Bon, c'est à peu près les 2 critères qu'ils regardent en premier. Donc il y a aussi un gros travail à faire pour, entre guillemets, rassurer les distributeurs sur la qualité du produit. Et il y a aussi tout un travail à faire sur le pricing et finalement sur le fait d'aller les rencontrer au quotidien, hein, donc tout un travail de prospection un peu plus classique pour faire en sorte qu'effectivement il y ait un vrai capital, une vraie relation qui se noue avec quelques partenaires clés qui vont distribuer nos produits. Et puis la mise en place bien sûr de newsletters, d'un CRM, enfin tout ce qui va permettre d'entretenir la relation au quotidien avec ces personnes. Et puis c'est pas fini parce qu'on est dans le domaine médical. Donc si vous voulez acheter un kit, mais que vous voulez être remboursé, il faut que le kit vous soit prescrit. Voilà. Donc il faut aller voir aussi finalement tous les acteurs qui vont dans la filière être des prescripteurs. Donc c'est des ergothérapeutes, c'est les centres de soins de suite et de rééducation. Et donc il faut aller voir tout ce petit monde aussi pour leur dire, voilà, nos produits sont super, ils sont homologués, ils sont remboursés, pensez à les prescrire. Voilà. Donc là, ce qu'on essaye de monter aussi sur cet aspect-là, on est en cours de discussion avec quelques personnes, c'est d'avoir, on aimerait bien recruter, entre guillemets, un professeur, un ponte, qui fasse office, effectivement, de caution pour, entre guillemets, valider le plus le bénéfice santé, médical de nos produits. Voilà, donc on est sur une communication ici qui est, vous vous en rendez compte, relativement complexe. On est dans le domaine médical, donc il faut à la fois penser la communication pour le client final, pour le distributeur et pour les prescripteurs. Voilà.
Les autres types de communication sur lesquels on est amené à travailler aussi dans une start-up et dans une PME, c'est la communication interne. Alors aujourd'hui, on est 6 dans un bureau qui fait 30 mètres carrés, donc bon, on peut se dire que la communication, c'est relativement simple, mais finalement pas tant que ça. Parce que on a tous beaucoup de travail, on est tous assez focusés sur nos tâches, et en même temps, on est tous en interaction, en tout cas ce que fait l'un a des impacts sur le domaine d'activité de l'autre. Et s'envoyer des mails pour se tenir au courant, c'est pas bien. Le mail, c'est nul, ça marche pas du tout. Donc ce que j'ai mis en place, c'est une application qui s'appelle Slack. Donc Slack, en fait, c'est un réseau social d'entreprise. Vous pouvez créer des chaînes thématiques et chacun, dans sa chaîne, va publier son contenu. Et vous pouvez vous abonner ou pas à telle ou telle chaîne. Ce qui permet à tout le monde en temps réel d'être au courant de ce que fait l'autre, l'état d'avancement de son projet, de son sujet. D'accord ? Là, c'est pareil, il y a des études qui montrent que l'email tue la compétitivité dans l'entreprise. C'est possible, moi je ne sais pas, mais en tout cas, avec Slack, on est beaucoup plus efficace. L'autre type de communication encore qu'on met en place, c'est de la communication RH. Alors pourquoi de la communication RH ? Parce que finalement une start-up a besoin de talents, mais elle n'a pas forcément les moyens de les payer très très cher. Donc on peut effectivement donner quelques actions gratuites, mais enfin, ça paraît toujours assez théorique. Et donc finalement, quand on veut recruter des gens qui sont hyper sollicités, notamment par des boîtes comme IBM qui payent très très bien, nous en face, pas forcément évident. Donc il faut arriver à faire rêver avec un projet, on va dire, à taille humaine, un vrai projet d'entreprise, avec des valeurs fortes. Voilà. Donc ce qu'on a fait concrètement là, ça n'a pas grand-chose à voir avec le digital, mais bon, je vais quand même le citer. On a participé à un concours qui est organisé par Clubster Santé. Clubster Santé, c'est une association qui regroupe les acteurs de la filière santé des Hauts-de-France et qui organise tous les ans un challenge qui s'appelle Hipster. Et le principe, c'est qu'elle va elle va proposer ça à différentes écoles. Donc une école de design, une école d'ingénieurs, les médecines, pharmacie. Et ils vont créer des équipes pluridisciplinaires, donc avec différents profils. Et ces équipes pluridisciplinaires vont bosser sur un projet. Donc nous, on avait donné un sujet qui était d'imaginer des sources de diversification potentielles sur la base des technologies et des brevets qui ont été déposés par Autonomad Mobility. Et donc ces élèves, pendant tout un week-end, vont plancher sur le sujet. Donc nous, on a été lauréats. Donc l'équipe qui a bossé sur notre projet a gagné le concours. Donc on était super contents. Mais derrière, surtout, ce que ça a apporté, c'est qu'on a reçu des tonnes de CV. On a reçu des tonnes de CV de gens qui potentiellement, pourtant, pourraient bosser dans des grandes boîtes. Mais ils ont fait le choix de nous envoyer leur candidature. Parce qu'ils pensent qu'effectivement, le projet a du sens et qu'on a réussi à les emmener dans une aventure le temps d'un week-end. Voilà. Donc, si je devais dire quelques mots par rapport à la communication et par rapport notamment aux définitions qui étaient données de la communication digitale, j'aime plus trop ces définitions-là parce que pour moi, la communication aujourd'hui, elle est d'abord digitale. Surtout dans une PME où il n'y a pas énormément de moyens, envisager des 4x3, des spots TV ou des spots, des spots télé, c'est même pas la peine. Donc finalement, aujourd'hui, le digital, on va dire, s'impose comme vraiment le premier vecteur de communication pour les PME. Et c'est pas toujours évident parce qu'elles n'ont pas forcément les compétences. Et ça m'étonne pas que vous ayez eu, dans les entretiens que vous avez pu avoir, des demandes fortes de dirigeants de PME qui disent tiens, il y a des jeunes qui vont arriver, ils vont peut-être pouvoir nous aider dans la manière de mieux manipuler ces médias. Parce que ce serait faux de croire que ce ne sont que des outils. Oui, c'est des outils, mais c'est aussi une manière différente de penser la communication. Comme je le disais, c'est d'abord une manière de penser en termes d'interaction, de dialogue, de key user ou de early adopter, vraiment de communauté. Donc oui, c'est des outils, mais c'est aussi une autre logique de communication. Même moi, des fois, j'ai du mal. Moi, je suis un peu vieux, je ne suis pas digital native. Je suis un peu vieux pour réfléchir à des stratégies de communication. Mais quand on voit, effectivement, quand j'étais encore chez Rouge Interactif et que j'embauchais des jeunes et que je les faisais plancher sur des stratégies sociales, ce qu'on appelle social media, ils étaient capables de réfléchir des plans d'action qui étaient d'abord pensés pour être diffusés et viralisés sur les réseaux sociaux.
Moi, jamais j'aurais pensé à des trucs qu'ils ont pensé. On bossait pour Magie, donc vous savez, les ingrédients, la magie. Voilà, magie. Et donc, un petit jeune qui sortait tout juste de stage, il s'est dit, on va faire un concours du plus grand ratage de cuisine, de recettes de cuisine. Et on va appeler ça jetouraté.com, enfin c'est un truc comme ça. Et donc il y avait un site jetouraté.com, et puis les gens postaient leur plus gros foirage de recettes de cuisine. Et ça a fait un buzz pas possible. Donc tout ça pour dire que c'est aussi une autre manière, et c'est un petit jeune qui a pensé à ça, c'est pas moi. Hein. Donc c'est aussi une autre logique, une autre manière de penser les choses, et ça c'est super intéressant. Et les jeunes d'aujourd'hui, on dit qu'ils ont plein de défauts, mais ils ont aussi plein de qualités, qui est aussi de maîtriser parfaitement ces outils, puisque c'est leur quotidien. Il faut juste leur montrer que ça peut aussi être un outil de communication, si tant est qu'on y réfléchit un petit peu, qu'on se pose effectivement quelques instants pour voir ce qu'on peut en faire, plutôt qu'effectivement d'être sur une logique uniquement de conversation entre amis. Voilà. Moi, je vois, j'ai deux fils qui ont 13 et 15 ans. Ils me parlent de marque de vêtements que je ne connais ni David Adam. Je dis, mais tu l'as connue comment, cette marque de vêtements? Ah, bah, c'est sur WhatsApp, on reçoit des trucs. Voilà. Donc voilà. Donc on est quand même sur une ère où aujourd'hui, le digital prend vraiment une place première dans la manière de penser la communication. Et moi, quand j'ai commencé chez Peak Time, c'était l'inverse. Hein. On se disait, bah voilà, il y a ma stratégie de communication, il y a mon marketing, on va dupliquer tout ça sur le digital. Maintenant, c'est terminé, c'est l'inverse. Les entreprises se mettent vraiment en ordre de marche pour d'abord penser les choses pour le digital, et puis après, on verra. Voilà. Donc voilà, en conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est que effectivement, le digital, c'est déjà quelque chose qui est clé, et surtout, ça n'est plus que de la communication. C'est aussi devenu finalement une nouvelle manière. Ça permet aussi de penser des nouveaux modèles économiques. Voilà, en tout cas, je vous remercie de votre écoute.